Bonjour à tous et merci encore une fois aux organisateuristes de m'avoir convié à cette journée afin d'intervenir sur mes sujets de recherche et que j'ai formulé par le titre Penser le game design comme une pratique pédagogique. Alors dans cette petite intervention, je n'ai pas voulu vous présenter l'intégralité de ce que je suis en train de lire parce que je suis dans une véritable phase encore exploratoire de mon corpus, mais j'ai voulu aussi et surtout vous présenter plutôt vraiment les outils que je suis en train de mettre en place pour analyser donc, les apprentissages que l'on peut observer dans le cadre d'une activité que l'on va considérer vidéoludique. Donc, mes problématiques, moi je pars d'une question assez générale, c'est-à-dire l'impact des jeux vidéo sur les comportements et les systèmes de valeurs des joueuses et des joueurs. Alors ça pose une question assez simple, ça pose la question de la transférabilité des compétences que l'on acquiert dans le cadre d'un jeu vidéo ou dans le cadre de l'activité ludique et comment cette compétence ou cette connaissance, ce savoir encyclopédique peut par la suite être transféré dans des situations que l'on va considérer culturellement de non-jeu. Et donc, c'est un peu à travers cette grande thématique que j'ai choisi d'aborder donc vraiment la question des apprentissages par l'angle des sciences de l'information et de la communication, mais aussi de la pédagogie et du game design. Je mobilise notamment les sciences de l'information et de la communication car je pose le postulat que les apprentissages sont la résultante d'un dialogue entre une personne qui va être formatrice et une personne qui va être apprenante. Et donc, à travers cette première hypothèse, ensuite, je mobilise un corpus qui est issu principalement de la pédagogie que j'essaie d'appliquer véritablement donc au game design que je définis aujourd'hui comme la méthode employée par les game designers, les auteurs du jeu, de structurer un gameplay. Et ici, le gameplay, je le définis tout simplement comme pour un jeu papier ou un jeu plateau, comme l'ensemble des règles qui vont permettre des interactions soit entre les joueurs, soit entre le joueur et le système de règles. Et aussi au niveau informatique, donc vidéoludique cette fois, comme l'ensemble des interactions permises par le code informatique envers le joueur. Ce qui est intéressant de poser tout d'abord dans le cadre de cette réflexion, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'on considère à ce moment-là les jeux vidéo comme des espaces potentiels. C'est-à-dire que je ne projette pas l'apprentissage évident qui peut résulter d'une session de jeu. À chaque fois, et à travers toute ma présentation, je vais vraiment me consacrer à toujours parler d'éventualité. Et c'est pour ça que je parle d'espace potentiel ou de situation d'apprentissage potentiel. Et les jeux vidéo, donc je pose comme hypothèse que ce sont des espaces potentiels d'apprentissage de concepts scientifiques ou quotidiens. Donc là, la distinction se fait notamment au niveau de la naissance de ces concepts. Les concepts quotidiens, ça va plus... L'apparition de ces concepts vont être dans un cadre de vie qui va être plutôt quotidien, qui ne va pas nécessiter de mettre en pratique le concept pour l'intégrer, tandis que les concepts scientifiques sont plutôt des concepts qui viennent de l'extérieur et qui vont nécessiter un cadre spécifique d'apprentissage, d'expérimentation, pour pouvoir véritablement intégrer le concept. Je considère aussi que les jeux vidéo sont des espaces d'apprentissage, des espaces potentiels d'apprentissage et de diffusion de représentation. Il y a déjà des travaux, comme celui qui est cité de Klein en 2003, qui expliquaient pourquoi les jeux vidéo et les médias aussi, de manière un peu plus générale, diffusent des représentations de ce qu'on appelle la masculinité militarisée. Et donc là, c'est un chercheur qui a cherché à observer la diffusion des représentations.
Tout simplement, c'est assez simple hein, de dresser une corrélation. On considère les jeux vidéo comme des médias, donc comme des créations issues d'un système social, culturel, etc. Et donc, il intègre de facto les représentations contenues elles-mêmes déjà dans le système. Et enfin, on pose la dernière hypothèse que les jeux vidéo sont des espaces d'apprentissage et d'acquisition de compétences, c'est-à-dire des savoirs agir complexes qui vont pouvoir être mobilisés grâce à un ensemble de combinaisons de ressources, mais aussi d'une mise en contextualisation. La question des apprentissages est assez complexe au niveau des jeux vidéo, comme ce qui a été dit précédemment, et notamment aujourd'hui, la discussion se fait entre les tenants de l'hypothèse de catharsis et les tenants de l'hypothèse de l'apprentissage social. Donc d'un côté, ce qui est fait dans le jeu vidéo, c'est finalement les jeux vidéo ne sont que des espaces plutôt clos dans lesquels les comportements ne vont pas spécialement être reproduits à l'extérieur de cet espace, en opposition à ce qui est apprentissage social, qui là, justement, comme on considère les jeux vidéo comme des supports de représentation, même de manière implicite, informelle et non volontaire, on va tout de même diffuser des représentations. Et ça, finalement, on s'aperçoit qu'au niveau de l'apparition des recherches sur les jeux et leur potentiel pédagogique, on s'aperçoit que ça a plutôt bien suivi, puisque Huizinga, lui, déjà à l'époque, en 1938, proposait que finalement les apprentissages qui sont dans les jeux vidéo ont un but qui est téléonomique, c'est-à-dire j'apprends quelque chose dans le jeu mais il ne me sert qu'à jouer au jeu. Et il fait notamment un parallèle avec la musique, jouer du piano ne sert qu'à jouer du piano et pas autre chose qui serait décontextualisé. Puis, dans les années 90, on a Brougère qui commence à intégrer l'activité ludique, mais qu'il encastre dans plusieurs activités autres ou dans d'autres activités qui servent un objectif pédagogique qui dépasse l'activité ludique. On a Vincent Berry qui, lui, a travaillé notamment sur les apprentissages informels en considérant les jeux comme des supports de rencontres. Et à travers l'espace de jeu, il y a les joueurs qui vont échanger, qui vont discuter, et qui vont apprendre autrement, mais toujours en utilisant le jeu vidéo comme un support. Et aujourd'hui, notamment, on a Alvarez qui travaille à l'évaluation des potentiels d'apprentissage dans des contextes plutôt formels. Aujourd'hui, on a une difficulté dans ce qui est la catégorisation aussi des jeux vidéo. Et donc, là, je propose un peu les enjeux qui résument un peu ma recherche. Et notamment, ces enjeux sont autour de l'évaluation des apprentissages, l'évaluation des connaissances, des savoirs encyclopédiques et des compétences acquises à travers les jeux et reproductibles, transférables autre part. Mais aussi, on a du mal à distinguer aujourd'hui ce qu'on appelle les persuasive games des expressive games, qui sont deux genres vidéoludiques qui s'attachent à catégoriser la teneur, l'éthos du discours qui est contenu dans un jeu. Donc on va considérer qu'il est persuasif plutôt s'il souhaite imposer un discours, et plutôt expressif si le jeu propose une expérience plutôt qui va être sur l'empathie, sans chercher à aboutir à une conclusion formalisée. Enfin, le dernier enjeu que je présente avant de véritablement aller sur les outils que je propose, concerne aujourd'hui l'apparition des pratiques qui se font non pas de manière sauvage, mais de manière... ça suit, puisque par exemple aujourd'hui nous avons des enseignants qui ont été joueurs dans les années 90 et qui veulent mobiliser ces outils dans le cadre de leur travail. Et donc on a un ensemble de pratiques actuelles auxquelles il faut aujourd'hui apporter un soutien. Donc c'est un peu dans ce contexte que j'essaie de travailler. Repenser le game design comme une pratique pédagogique, ça oblige à poser certains outils. Et tout d'abord, ça oblige à formaliser ce que j'appelle des objectifs pédagogiques. Et donc, tout simplement, ces objectifs, c'est moi-même qui vais les construire. Je mets à l'écart la volonté de l'auteur et je vais me consacrer uniquement à l'observation de l'objet. Ça me permet de m'émanciper de tout ce qu'a voulu faire l'auteur et de uniquement observer ce qui se retrouve dans le jeu. Ensuite, le deuxième outil qui m'intéresse et qui est important de qualifier, c'est comment
on va dire, un objectif pédagogique est transmis et suscité auprès du joueur. Et donc là, ça oblige à penser les objets, les jeux vidéo, comme des actes, un acte total d'apprentissage dans lequel il va y avoir plusieurs approches pédagogiques. Et ces approches pédagogiques vont dire quelque chose sur le discours, sur la volonté, peuvent dire quelque chose sur la volonté de l'auteur, ou alors quelque chose qu'il aurait fait de manière involontaire. Donc du coup, finalement, il s'agit, le travail que je suis en train de mener, c'est d'intégrer le game design dans une pensée socio-constructiviste, puisqu'il s'agit de supposer les jeux vidéo comme des supports de médiation entre les game designers et les participants que j'appelle observateurs s'ils ne vont que voir le jeu en train de se produire d'un point de l'extérieur, on va dire, entre guillemets, mais aussi avec les participants acteurs qui, eux, sont en train d'agir au sein du jeu. Le game design, c'est, comme je l'ai présenté, une méthode de scénariser, une façon de scénariser un gameplay. Et donc, dans ce cadre-là, le game design permet de structurer un apprentissage. Et c'est ensuite en étant capable de qualifier ce game design que l'on va pouvoir poser des hypothèses sur les apprentissages potentiels. Et finalement, tout cela se résume dans le fait que l'expérience vidéoludique, eh bien, il est intéressant de la concevoir comme ce qu'on appelle une zone proximale de développement. Donc, il y a un concept qui a été émis par Vygotsky, mais qui a été découvert très tard en France, et qui cherche notamment à supposer la zone proximale de développement, c'est tout simplement la zone dans laquelle un individu, quand il est accompagné, il va pouvoir atteindre des objectifs qui sont fixés, soit qu'il s'est fixé lui-même, soit qui ont été fixés par un accompagnateur ou quelque chose d'externe. Et donc finalement, penser le game design comme une pratique pédagogique, c'est intégrer la question de, ok, finalement, la façon de game designer la chose, ça pose la question de comment j'invite le joueur, comment je suscite au joueur de se positionner lui-même dans sa zone proximale afin qu'il puisse, à terme, atteindre des objectifs que soit moi j'aurais fixés ou alors qui auront été de toute manière fixés par le game design. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général de ma recherche. Et pour formaliser cela, pour comprendre véritablement ce que moi j'appelle une situation pédagogique présente dans un jeu vidéo, j'ai formalisé ce que j'appelle une boucle d'apprentissage qui se repose tout simplement sur la boucle de gameplay qui est un concept assez important en game design. Une boucle de gameplay, c'est tout simplement un processus circulaire entre des objectifs, un challenge et une récompense. Et donc, à partir de cette boucle de gameplay, j'ai formalisé ce que j'appelle une boucle d'apprentissage, qui est la détermination d'un objectif pédagogique, que, je rappelle encore une fois, c'est moi-même en tant qu'observateur, en tant que chercheur qui le détermine. Donc c'est une construction qui m'est propre. Je ne projette absolument pas une possible intention de l'auteur. À travers l'objectif pédagogique que je détermine, je vais aller observer dans le jeu vidéo les éléments vidéoludiques qui s'y rapportent, et cela, je les définis soit comme des mécanismes de gameplay, soit donc des mécanismes d'interaction. Ça peut être aussi des assets, qui vont être des aspects visuels et des éléments visuels du jeu. Ça peut être des séquences inscrites dans une temporalité, comme des cinématiques ou comme un didacticiel. Les didacticiels, ce sont généralement des parties, des séquences introductives de certains mécanismes vidéoludiques. Et une fois que j'ai observé donc, ces objectifs, l'objectif pédagogique, les éléments vidéoludiques, ça va me permettre de catégoriser ce que j'appelle un EAE, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est Poumet et Leclerc dans leur modèle que l'on va voir à la suite. C'est un événement d'apprentissage et d'enseignement. Et donc l'événement d'apprentissage et d'enseignement caractérise, à mon sens, la façon dont on a voulu apprendre aux joueurs, dont on a voulu enseigner certaines choses aux joueurs. Tout cela se solde par une récompense ou une punition. Et là, c'est l'apparition du contexte pragmatique, qui est notamment une notion employée par Sébastien Janvaux,
qui en gros fait référence aux joueurs et au contexte pragmatique de jeu. Donc là, finalement, c'est là où je fais intervenir le joueur parce que, comme je le disais au début, les jeux sont des espaces potentiels d'apprentissage. Donc je ne pars pas du préconçu que les joueurs vont forcément apprendre quelque chose. Et donc là, quand je parle de contexte pragmatique, je vais poser l'hypothèse que le contexte de jeu, le fait de jouer avec ses amis, le fait de jouer seul, le fait de jouer en ligne, le fait de jouer mal assis ou devant vous actuellement, ça va avoir un impact fort sur le message qui est présent dans le jeu. Et je fais une hypothèse aussi sur la compétence vidéoludique du joueur, parce que on ne peut pas partir de l'hypothèse qu'un type de joueur va être forcément capable d'appréhender l'objet, premièrement, mais aussi ensuite de voir le sens, ou de voir le sens que moi-même j'aurais perçu. Ça peut aussi apporter ce que j'appelle des externalités pédagogiques, qui, quant à elles, sont des choses qui ne sont pas volontaires par rapport à mon objectif pédagogique. Donc on va voir un petit peu après ce que cela signifie en termes d'apprentissage. Pour les événements pédagogiques, les événements d'apprentissage et d'enseignement, j'utilise donc, comme je le disais, le modèle de Poumé-Leclerc. En fait, c'est tout simplement un modèle qui est plus ou moins accepté au sein des chercheurs en pédagogie, qui référence 8 approches pédagogiques qui vont donner... Alors la chose intéressante avec ces approches pédagogiques, c'est qu'elles mettent toujours en valeur, en rapport, l'enseignant, la personne formatrice, donc c'est pour ça qu'on parle d'événement enseignement, mais aussi l'apprenant et donc l'événement d'apprentissage. Donc à travers chaque événement, eh bien, finalement, on a le rôle que doit avoir l'apprenant, mais aussi celui de l'accompagnateur, et dans mon cas, le game design. Hop, voilà. Ce que vous voyez à l'écran, et je vais passer très rapidement dessus, c'est aujourd'hui ce qui me permet d'analyser les objets vidéoludiques en fonction des apprentissages et des objectifs pédagogiques que je définis moi-même. Donc vous pouvez voir par exemple, là j'ai pris par exemple des apprentissages que j'ai recensés dans le jeu Metal Gear Solid 3 et qui se réfèrent à plusieurs niveaux d'apprentissage. Par exemple, vous avez le tout premier, connaître le M1911, c'est une arme du jeu. Le niveau d'application de cet objectif pédagogique, c'est une séquence qui est particulière au jeu vidéo. On va nous donner des connaissances sur cet objet lors d'une séquence particulière. Ensuite, je passe au descriptif. Quels sont les éléments qui contribuent potentiellement à l'apprentissage? Et ensuite, ça me permet de déterminer quelle a été la méthode pédagogique, l'approche pédagogique choisie. Et enfin, en fonction de l'approche pédagogique, je peux déterminer quel est le discours, quelle a été plus ou moins l'intention de l'auteur. Donc sur la première ligne, la connaissance, l'objectif connaître le M1911, ça a été mis en scène par une séquence de non-jeu, une cinématique. Et pour moi, c'est ce que je considère comme une approche dite de réception. C'est le jeu qui a imposé un discours. Mais on aurait pu présenter la chose autrement, et c'est ce que vous avez pu lire peut-être dans les objectifs suivants. La question de tout ce qui concerne apprentissage, ça nécessite aussi l'observation et l'évaluation, et c'est là où je vais un petit peu aborder la méthodologie que j'emploie, puisque, comme je le disais, le contexte pragmatique pose beaucoup de questions et ça peut aussi biaiser les résultats que je vais obtenir. Si je ne vais observer que des joueurs sachant appréhender l'objet, je vais me retrouver avec des résultats qui ne seront pas forcément représentatifs des apprentissages potentiels au sein d'un jeu. Et donc c'est à travers cette problématique que j'essaie d'interroger le contexte formel ou informel dans lequel a lieu la séquence, l'acte de jouer, mais aussi vraiment quel va être le profil du joueur. Pour cela, j'utilise la méthodologie de la user research. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre le design, comprendre l'impact qu'a le fait de designer quelque chose sur une audience. Et donc pour ce faire, notamment, je mobilise des activités qui sont plutôt célèbres au sein de la communauté de pratiquants, qui sont les let's play. Donc les let's play, c'est quelque chose qui a explosé avec YouTube.
c'est tout simplement se filmer, c'est l'acte de se mettre en récit en train de jouer. Donc c'est la scénarisation de l'acte de jouer. Et donc du coup, je mobilise cela pour aller observer les joueurs. Là, vous avez 2 exemples de let's play que j'ai menés à travers la user research. Notamment, le plus intéressant, c'est peut-être les puzzles d'Azeli, où là, vous voyez, où j'ai vraiment filmé la personne en train de jouer. J'ai filmé son écran, et à partir de cette méthode que je suis vraiment en train de construire, j'essaie de proposer plusieurs méthodologies. Là, par exemple, les puzzles d'Azeli, la méthodologie a été la suivante. Je l'ai filmé avec uniquement, j'ai filmé cette personne avec uniquement 2 consignes. Elle doit formaliser à l'oral tout ce qu'elle voit et elle doit formaliser à l'oral tout ce qu'elle fait. Donc il y a aussi une démarche réflexive que j'amplifie, parce que déjà le jeu de base, l'acte de jouer, c'est quelque chose de réflexif. Mais là, j'amplifie, je cherche volontairement à amplifier la chose. Et à gauche, donc là il y avait un cadre plutôt formel, et à gauche, le règne de Marie, donc là c'était vraiment une session informelle. L'image, là c'est une image trafiquée parce qu'il y avait des informations qui apparaissaient, qui étaient personnelles, et donc il fallait les cacher auprès de la personne qui a joué. Mais sinon, j'ai une image propre aussi, on voit une personne jouer à Reigns, et une personne qui n'est absolument pas pratiquante des objets vidéoludiques, et donc du coup on se retrouve avec des résultats assez impressionnants en termes d'apprentissage et des choses complètement contradictoires. Je vais m'arrêter là. Et donc voilà, merci beaucoup. Non, c'était juste, tu vois, c'était la slide de conclusion pour dire qu'est-ce qu'il me reste à faire, parce qu'il me reste beaucoup de choses. En fait, là, donc là, je commence à avoir formalisé sérieusement mon cadre théorique qui me permet d'analyser d'un côté, mais cette analyse, c'est moi, en tant que joueur, que je vais considérer expérimenté. Le problème, c'est comment on définit un joueur expérimenté. Et je ne suis pas forcément spécialement en accord avec les représentations, enfin en tout cas les profils de joueurs que l'on a actuellement. Par exemple, vous avez le modèle de Bartle qui représente les joueurs. Alors vous avez les tueurs, vous avez les observateurs, vous avez les socializers, vous avez les explorateurs. Mais ça, je ne suis pas du tout en accord avec ça parce que ça impose, il y a une question de temporalité. En fait, ce sont des identités qui finalement sont très temporaires dans l'acte de jouer. Et donc, du coup, je suis très critique vis-à-vis de ça. Il faut que tu regardes les super players. Il faut que je regarde les super players, mais il faut aussi que je regarde les gens qui ne jouent pas, parce que finalement, ce n'est pas spécialement le profil de joueur qui m'intéresse, mais c'est plutôt la personne, comment elle se définit elle-même. Et donc, ça m'intéresse bien plus d'aller voir des personnes, par exemple des personnes âgées en train de jouer, comme ça a été le cas pour le règne de Marie, mais aussi des personnes novices qui n'ont absolument pas connaissance d'un genre vidéoludique en particulier, mais aussi des personnes, c'est une façon de chercher qui interroge aussi quel public je vais aller voir et aussi quel public avec lesquels je n'ai pas d'affinité. Parce que, par exemple, l'opinion politique du joueur va avoir potentiellement un impact monstrueux sur l'activité de jeu. Et donc là, je suis en train de proposer une méthode qui va m'intéresser. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses. Comment on va interroger un frontiste en train de jouer à FIFA, par exemple. Là, ça pose, ça pose énormément de questions de méthode. Ou des dissidents, ou des personnes queer, ou des personnes, etc. Vers cette première hypothèse, ensuite, je mobilise un corpus qui est issu principalement de la pédagogie, que j'essaie d'appliquer véritablement donc, au game design, que je définis aujourd'hui comme la méthode employée par les game designers, les auteurs du jeu, de structurer un gameplay. Et ici, le gameplay, je le définis
tout simplement comme pour un jeu papier ou jeu plateau, comme l'ensemble des règles qui vont permettre des interactions soit entre les joueurs, soit entre le joueur et le système de règles, et aussi au niveau informatique, donc vidéoludique cette fois, comme l'ensemble des interactions permises par le code informatique envers le joueur. Ce qui est intéressant de poser tout d'abord dans le cadre de cette réflexion, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'on considère à ce moment-là les jeux vidéo comme des espaces potentiels. C'est-à-dire que je ne projette pas l'évidente, la possible évidente, l'apprentissage évident qui peut résulter d'une session de jeu. À chaque fois, et à travers toute ma présentation, je vais vraiment me consacrer à toujours parler d'éventualité. Et c'est pour ça que je parle d'espace potentiel ou de situations d'apprentissage potentiel. Et les jeux vidéo, donc je pose comme hypothèse que ce sont des espaces potentiels d'apprentissage de concepts scientifiques ou quotidiens. Donc là, la distinction se fait notamment au niveau de la naissance de ces concepts. Les concepts quotidiens, ça va plus... l'apparition de ces concepts vont être dans un cadre de vie qui va être plutôt quotidien, qui ne va pas nécessiter de pratiquer, de mettre en pratique le concept pour l'intégrer, tandis que les concepts scientifiques sont plutôt des concepts qui viennent de l'extérieur et qui vont nécessiter un cadre spécifique d'apprentissage, d'expérimentation, pour pouvoir véritablement intégrer le concept. Je considère aussi que les jeux vidéo sont des espaces d'apprentissage, des espaces potentiels d'apprentissage et de diffusion de représentation. Il y a déjà des travaux, comme celui qui est cité de Klein en 2003, qui expliquait pourquoi les jeux vidéo et les médias aussi, de manière un peu plus générale, diffusent des représentations de ce qu'on appelle la masculinité militarisée. Et donc là, c'est un chercheur qui a cherché à observer la diffusion des représentations. Tout simplement, c'est assez simple de dresser une corrélation. On considère les jeux vidéo comme des médias, donc comme des créations. De tout ce qui concerne apprentissage, ça nécessite aussi l'observation et l'évaluation. Et c'est là où je vais un petit peu aborder la méthodologie que j'emploie, puisque, comme je le disais, le contexte pragmatique pose beaucoup de questions et ça peut aussi biaiser les résultats que je vais obtenir. Si je ne vais observer que des joueurs sachant appréhender l'objet, je vais me retrouver avec des résultats qui ne seront pas forcément représentatifs des apprentissages potentiels au sein d'un jeu. Et donc c'est à travers cette problématique que j'essaie d'interroger le contexte formel ou informel dans lequel a lieu la séquence, l'acte de jouer, mais aussi vraiment quel va être le profil du joueur. Pour cela, j'utilise la méthodologie de la user research. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre le design, comprendre l'impact qu'a le fait de designer quelque chose sur une audience. Et donc pour ce faire, notamment, je mobilise des activités qui sont plutôt célèbres au sein de la communauté de pratiquants, qui sont les let's play. Donc les let's play, c'est quelque chose qui a explosé avec YouTube. C'est tout simplement se filmer, c'est l'acte de se mettre en récit en train de jouer. Donc c'est la scénarisation de l'acte de jouer. Et donc du coup, je mobilise cela pour aller observer les joueurs. Là, vous avez deux exemples de let's play que j'ai menés à travers la user research. Notamment, le plus intéressant, c'est peut-être les puzzles d'Azeli, où là, vous voyez, où j'ai vraiment filmé la personne en train de jouer. J'ai filmé son écran. Et à partir de cette méthode que je suis vraiment en train de construire, j'essaie de proposer plusieurs méthodologies. Là, par exemple, les puzzles d'Azeli, la méthodologie a été la suivante. Je l'ai filmé avec j'ai filmé cette personne avec uniquement 2 consignes. Elle doit formaliser à l'oral tout ce qu'elle voit et elle doit formaliser à l'oral tout ce qu'elle fait. Donc il y a aussi une démarche réflexive que j'amplifie, parce que déjà le jeu de base, l'acte de jouer, c'est quelque chose de réflexif. Mais là, je cherche volontairement à amplifier la chose. Et à gauche, donc là, il y avait un cadre plutôt formel.
Et à gauche, le règne de Marie. Donc là, c'était vraiment une session informelle. L'image, là, c'est une image trafiquée parce qu'il y avait des informations qui apparaissaient, qui étaient personnelles, et donc il fallait les cacher auprès de la personne qui a joué. Mais sinon, j'ai une image propre aussi. On voit une personne jouer à Reigns, et une personne qui n'est absolument pas pratiquante des objets vidéoludiques, et donc du coup on se retrouve avec des résultats assez impressionnants en termes d'apprentissage et des choses complètement contradictoires. Je vais m'arrêter là. Et donc voilà, merci beaucoup. Le joueur va être forcément capable d'appréhender l'objet, premièrement, mais aussi ensuite de voir le sens, ou de voir le sens que moi-même j'aurais perçu. Ça peut aussi apporter ce que j'appelle des externalités pédagogiques, qui, quant à elles, sont des choses qui ne sont pas volontaires par rapport à mon objectif pédagogique. Donc on va voir un petit peu après ce que cela signifie en termes d'apprentissage. Pour les événements pédagogiques, les événements d'apprentissage et d'enseignement, j'utilise donc, comme je le disais, le modèle de Poumé-Leclerc. En fait, c'est tout simplement un modèle qui est plus ou moins accepté au sein des chercheurs en pédagogie, qui référence 8 approches pédagogiques qui vont donner... Alors, la chose intéressante avec ces approches pédagogiques, c'est qu'elles mettent toujours en valeur, en rapport, l'enseignant, la personne formatrice, donc c'est pour ça qu'on parle d'événement enseignement, mais aussi l'apprenant, et donc l'événement d'apprentissage. Donc à travers chaque événement, eh bien, finalement, on a le rôle que doit avoir l'apprenant, mais aussi celui de l'accompagnateur, et dans mon cas, le game design. Donc, voilà. Ce que vous voyez à l'écran, et je vais passer très rapidement dessus, c'est aujourd'hui ce qui me permet d'analyser les objets vidéoludiques en fonction des apprentissages et des objectifs pédagogiques que je définis moi-même. Donc vous pouvez voir par exemple, là j'ai pris par exemple des apprentissages que j'ai recensés dans le jeu Metal Gear Solid 3 et qui se réfèrent à plusieurs niveaux d'apprentissage. Par exemple, vous avez le tout premier, connaître le M1911, c'est une arme du jeu. Le niveau d'application de cet objectif pédagogique, c'est une séquence qui est particulière au jeu vidéo. On va nous donner des connaissances sur cet objet lors d'une séquence particulière. Ensuite, je passe au descriptif. Quels sont les éléments qui contribuent potentiellement à l'apprentissage? Et ensuite, ça me permet de déterminer quelle a été la méthode pédagogique, l'approche pédagogique choisie. Et enfin, en fonction de l'approche pédagogique, je peux déterminer quel est le discours, quelle a été plus ou moins l'intention de l'auteur. Donc sur la première ligne, la connaissance, l'objectif connaître le M1911, ça a été mis en scène par une séquence de non-jeu, une cinématique. Et pour moi, c'est ce que je considère comme une approche dite de réception. C'est le jeu qui a imposé un discours. Mais on aurait pu présenter la chose autrement, et c'est ce que vous avez pu lire peut-être dans les objectifs suivants. La question de tout ce qui concerne apprentissage, ça nécessite aussi l'observation et l'évaluation, et c'est là où je vais un petit peu aborder la méthodologie que j'emploie, puisque de déterminer quelle a été la méthode pédagogique, l'approche pédagogique choisie, et enfin, en fonction de l'approche pédagogique, je peux déterminer quel est le discours quelle a été plus ou moins l'intention de l'auteur. Donc sur la première ligne, la connaissance, l'objectif connaître le M1911, ça a été mis en scène par une séquence de non-jeu, une cinématique, et pour moi, c'est ce que je considère comme une approche dite de réception, c'est le jeu qui a imposé un discours. Mais on aurait pu présenter la chose autrement, et c'est ce que vous avez pu lire peut-être dans les objectifs suivants. La question de tout ce qui concerne apprentissage, ça nécessite aussi l'observation et l'évaluation, et c'est là où je vais un petit peu aborder la méthodologie que j'emploie, puisque, comme je le disais, le contexte pragmatique pose beaucoup de questions, et ça peut aussi biaiser les résultats que je vais obtenir. Si je ne vais observer que des joueurs sachant appréhender l'objet, je vais me retrouver avec des résultats qui ne seront pas forcément représentatifs des apprentissages potentiels au sein d'un jeu. Et donc c'est à travers cette problématique que j'essaie d'interroger le contexte formel ou informel dans lequel a lieu la séquence, l'acte de jouer.
mais aussi vraiment quel va être le profil du joueur. Pour cela, j'utilise la méthodologie de la user research. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre le design, comprendre l'impact qu'a le fait de designer quelque chose sur une audience. Et donc pour ce faire, notamment, je mobilise des activités qui sont plutôt célèbres au sein de la communauté de pratiquants, qui sont les let's play. Donc les let's play, c'est quelque chose qui a explosé avec YouTube. C'est tout simplement se filmer, c'est l'acte de se mettre en récit en train de jouer. Donc c'est la scénarisation de l'acte de jouer. Et donc du coup, je mobilise cela pour aller observer les joueurs. Là, vous avez deux exemples de let's play que j'ai menés à travers la user research. Notamment, le plus intéressant, c'est peut-être les puzzles d'Azeli, où là, vous voyez, où j'ai vraiment filmé la personne en train de jouer. J'ai filmé son écran, et à partir de cette méthode que je suis vraiment en train de construire, j'essaie de proposer plusieurs méthodologies. Là, par exemple, les puzzles d'Azeli, la méthodologie a été la suivante. Je l'ai filmé avec j'ai filmé cette personne avec uniquement 2 consignes. Elle doit formaliser à l'oral tout ce qu'elle voit, et elle doit formaliser à l'oral tout ce qu'elle fait. Donc il y a aussi une démarche réflexive que j'amplifie, parce que déjà le jeu de base, l'acte de jouer, c'est quelque chose de réflexif. Mais là, j'amplifie, je cherche volontairement à amplifier la chose. Et à gauche, donc là, finalement, c'est là où je fais intervenir le joueur, parce que, comme je le disais au début, les jeux sont des espaces potentiels d'apprentissage. Donc je ne pars pas du préconçu que les joueurs vont forcément apprendre quelque chose. Et donc là, quand je parle de contexte pragmatique, je vais poser l'hypothèse que le contexte de jeu, le fait de jouer avec ses amis, le fait de jouer seul, le fait de jouer en ligne, le fait de jouer mal assis ou devant vous actuellement, ça va avoir un impact fort sur le message qui est présent dans le jeu. Et je fais une hypothèse aussi sur la compétence vidéoludique du joueur, parce que on ne peut pas partir de l'hypothèse qu'un type de joueur va être forcément capable d'appréhender l'objet, premièrement, mais aussi ensuite de voir le sens, ou de voir le sens que moi-même j'aurais perçu. Ça peut aussi apporter ce que j'appelle des externalités pédagogiques, qui, quant à elles, sont des choses qui ne sont pas volontaires par rapport à mon objectif pédagogique. Donc on va voir un petit peu après ce que cela signifie en termes d'apprentissage. Pour les événements pédagogiques, les événements d'apprentissage et d'enseignement, j'utilise donc, comme je le disais, le modèle de Poumé-Leclerc. En fait, c'est tout simplement un modèle qui est plus ou moins accepté au sein des chercheurs en pédagogie, qui référence 8 approches pédagogiques qui vont donner... Alors la chose intéressante avec ces approches pédagogiques, c'est qu'elles mettent toujours en valeur, en rapport, l'enseignant, la personne formatrice, donc c'est pour ça qu'on parle d'événement enseignement, mais aussi l'apprenant, et donc l'événement d'apprentissage. Donc à travers chaque événement, eh bien, finalement, on a le rôle que doit avoir l'apprenant, mais aussi celui de l'accompagnateur, et dans mon cas, le game design. Donc, voilà. Ce que vous voyez à l'écran, et je vais passer très rapidement dessus, c'est aujourd'hui ce qui me permet d'analyser les objets vidéoludiques en fonction des apprentissages et des objectifs pédagogiques que je définis moi-même. Donc vous pouvez voir par exemple, là j'ai pris par exemple des apprentissages que j'ai recensés dans le jeu Metal Gear Solid 3 et qui se réfèrent à plusieurs niveaux d'apprentissage. Par exemple, vous avez le tout premier, connaître le M1911, c'est une arme du jeu. Le niveau d'application de cet objectif pédagogique, c'est une séquence qui est particulière au jeu vidéo. On va nous donner des connaissances sur cet objet lors d'une séquence particulière. Ensuite, je passe au descriptif. Quels sont les éléments qui contribuent potentiellement à l'apprentissage? Et ensuite, ça me permet de déterminer quelle a été la méthode pédagogique, l'approche pédagogique choisie. Et enfin, en fonction de la plus ou moins acceptée au sein des chercheurs en pédagogie, qui référencent 8 approches pédagogiques qui vont donner... Alors la chose intéressante avec ces approches pédagogiques, c'est qu'elles mettent toujours en valeur, en rapport,
l'enseignant, la personne formatrice, donc c'est pour ça qu'on parle d'événement enseignement, mais aussi l'apprenant et donc l'événement d'apprentissage. Donc à travers chaque événement, eh bien, finalement, on a le rôle que doit avoir l'apprenant, mais aussi celui de l'accompagnateur, et dans mon cas, le game design. Hop, voilà. Ce que vous voyez à l'écran, et je vais passer très rapidement dessus, c'est aujourd'hui ce qui me permet d'analyser les objets vidéoludiques en fonction des apprentissages et des objectifs pédagogiques que je définis moi-même. Donc vous pouvez voir par exemple, là j'ai pris par exemple des apprentissages que j'ai recensés dans le jeu Metal Gear Solid 3 et qui se réfèrent à plusieurs niveaux d'apprentissage. Par exemple, vous avez le tout premier, connaître le M1911, c'est une arme du jeu. Le niveau d'application de cet objectif pédagogique, c'est une séquence qui est particulière au jeu vidéo. On va nous donner des connaissances sur cet objet lors d'une séquence particulière. Ensuite, je passe au descriptif. Quels sont les éléments qui contribuent potentiellement à l'apprentissage? Et ensuite, ça me permet de déterminer quelle a été la méthode pédagogique, l'approche pédagogique choisie. Et enfin, en fonction de l'approche pédagogique, je peux déterminer quel est le discours, quelle a été plus ou moins l'intention de l'auteur. Donc sur la première ligne, la connaissance, l'objectif connaître le M1911, ça a été mis en scène par une séquence de non-jeu, une cinématique. Et pour moi, c'est ce que je considère comme une approche dite de réception. C'est le jeu qui a imposé un discours. Mais ça, on aurait pu présenter la chose autrement, et c'est ce que vous avez pu lire peut-être dans les objectifs suivants. La question de tout ce qui concerne apprentissage, ça nécessite aussi l'observation et l'évaluation, et c'est là où je vais un petit peu aborder la méthodologie que j'emploie, puisque, comme je le disais, le contexte pragmatique pose beaucoup de questions et ça peut aussi biaiser les résultats que je vais obtenir. Si je ne vais observer que des joueurs sachant appréhender l'objet, je vais me retrouver avec des résultats qui ne seront pas forcément représentatifs des apprentissages potentiels au sein d'un jeu. Et donc c'est à travers cette problématique que j'essaie d'interroger le contexte formel ou informel dans lequel a lieu la séquence, l'acte de jouer, mais aussi vraiment quel va être le profil du joueur. Pour cela, j'utilise la